Bonjour à tous, bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des Journées européennes de la SFC 2022. Donc, je suis le professeur Foliguet, chef de service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. J'ai le plaisir d'être avec le docteur Julien Dreyfus, qui est cardiologue au Centre cardiologique du Nord, et nous allons aborder la prise en charge de l'insuffisance tricuspide. La première question, c'est pour le docteur Dreyfus, peut-on faire un point de rappel sur l'insuffisance tricuspide pour les cardiologues? Merci Thierry. L'insuffisance tricuspide est une pathologie fréquente puisqu'elle affecte 4% des patients qui ont plus de 75 ans et une pathologie grave associée à une morbidité, altération des capacités fonctionnelles et insuffisance cardiaque et une mortalité très élevée, d'autant plus qu'elle est sévère. Nous avons la chance cette année d'avoir les dernières recommandations tant américaines qu'européennes publiées sous l'égide d'Alec Vahagnan et ces recommandations qui nous proposent finalement deux situations cliniques de patients. La première situation clinique, c'est celle des patients qui sont adressés pour une chirurgie valvulaire du cœur gauche et pour lesquels se pose la question de quand réaliser une chirurgie concomitante sur la tricuspide. Et donc ça, c'est la question qu'on a envie de poser au chirurgien, à quel moment on doit réaliser ce geste. Alors la réponse est assez simple parce que maintenant, on sait que lorsqu'il y a une insuffisance tricuspide grade 2 ou plus, il faut à chaque fois faire une annuloplastie tricuspide avec le geste mitral ou, s'il y a une insuffisance tricuspide modérée, ou faible, faire une annuloplastie si l'anneau est dilaté à plus de 40 mm. Donc la réponse est assez simple. Maintenant, pour les patients qui ont une insuffisance tricuspide isolée, que peut-on dire là-dessus? Alors ça, c'est la grande nouveauté des recommandations, à la fois les recommandations américaines et européennes, puisque jusqu'à présent, c'est une pathologie qui est un peu négligée, c'est-à-dire que les patients étaient traités uniquement médicalement par diurétique et un traitement curatif chirurgical n'est finalement que très rarement réalisé. Ça correspond à peu près à 120 patients par an en France, donc très très peu, alors qu'on estime qu'il y a des millions et des millions de patients qui sont potentiellement éligibles. Il y a probablement deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu d'études chirurgicales qui prouvent le bénéfice de réaliser un geste curatif isolé sur la tricuspide par rapport à la poursuite du traitement médical seul. Et la deuxième raison, c'est que dans tous les registres internationaux, la mortalité post-opératoire de ce geste est très élevée, estimée aux alentours de 10%. Alors le problème de ces registres, c'est qu'ils sont basés sur du PMSI, sur l'épidémiologie, et qui ne permettent pas d'individualiser le risque. Et c'est ce qui nous a incité à construire un registre multicentrique dans lequel nous avons inclus tous les patients qui ont une chirurgie valvulaire tricuspide isolée sur une période de 11 ans dans 12 centres et qui nous a permis de montrer finalement que ce risque moyen de 10% cachait de grandes disparités et que finalement si on voulait individualiser le risque, il fallait se concentrer sur les facteurs préopératoires, donc le statut clinique avec le stade NYHA, les signes d'insuffisance cardiaque, le statut biologique, l'atteinte hépatique, l'atteinte rénale et le statut échocardiographique avec l'atteinte ventriculaire droite, dilatation ou dysfonction. En cardiologie, en chirurgie cardiaque, on aime bien utiliser les scores. On a classiquement le ST score, le score américain. On a l'Euroscore, le score européen. Malheureusement, aucun des deux n'a été fait spécifiquement pour cette chirurgie qui est rarement réalisée. Et ce qui nous a poussé à développer un score spécifique, le TRI-score, basé sur 8 paramètres qui sont très simples à analyser. L'âge, le statut NYHA, les signes d'insuffisance cardiaque droite, la dose quotidienne de l'Azilix, l'atteinte hépatique, l'atteinte rénale, ainsi que la FEVG et la fonction ventriculaire droite. À partir de ça et de ces 8 paramètres, on peut établir un score qui va de 0 à 12 points. Quand le patient a 0 points, il a à peu près 1% de mortalité. Plus le nombre de points augmente, plus le risque opératoire augmente, jusqu'à 9 points où là, on a 65% de mortalité, ce qui est énorme. Et donc l'idée vraiment, c'est d'individualiser ce risque et de dire au patient, voilà, vous êtes à faible risque ou vous êtes à haut risque. Alors afin d'utiliser cet outil en pratique, en routine pour tous nos collègues, on a mis en place un site internet avec un calculateur en ligne sur le site www.tri-score.com afin justement de définir des patients à faible risque pour lesquels on a envie de proposer une chirurgie qui actuellement probablement n'est que trop rarement réalisée ou inversement des patients à haut risque pour lesquels on pourrait éventuellement évoquer un traitement curatif percutané si tant est qu'on ait une solution percutanée faisable et efficace. Alors oui, justement, je pense que le score est très important parce que comme on sait, la mortalité opératoire est assez importante parce que souvent les patients sont adressés tardivement et donc maintenant il y a des alternatives percutanées qui sont en train de se développer, des annuloplasties percutanées qui sont des reproductions percutanées des anneaux chirurgicaux et puis des nouvelles valves percutanées qui sont en cours de développement et qui ont déjà été mises dans plusieurs centres. Donc l'avenir nous dira si ces techniques fonctionnent ou pas. En tous les cas, je voulais remercier Julien de cette participation et d'avoir fait le point sur l'insuffisance tricuspide. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Thierry.